Salut à toutes et à tous, bien content de vous retrouver pour un nouvel épisode, c'est déjà un quatrième épisode de ce tout nouveau podcast. J'espère pour le coup que ça continue à vous intéresser. Et si on va bien encore une fois se focaliser sur le collège baseball en tant que sport, je vais éluder et balayer assez rapidement des faits qui ont été malheureux aux alentours, enfin ou en tout cas autour de cette discipline. Avec tout d'abord, vous l'avez peut-être entendu, il y a eu un jeune joueur de college baseball, donc pas au niveau D1, qui a été en fait touché par une balle perdue. Donc c'était au Texas, ça fait maintenant un peu plus d'une semaine pour le coup. Euh, Au moment des faits, en fait, il faut savoir que le jeune homme a été diagnostiqué comme stable. Donc voilà, j'ai pas réussi à voir s'il y avait d'autres nouvelles là-dessus. Et puis de toute façon, je pense que c'est vraiment pour vraiment balayer rapidement ce petit fait divers. Malheureux bien entendu. L'autre chose dont je voulais vous parler rapidement, c'est bien sûr le scandale autour du coach, enfin du coup maintenant l'ex-coach d'Alabama au niveau des 1 baseball, c'était Brad Bohannon qui en fait a été suspecté d'avoir un lien avec des paris suspicieux lors de la série justement entre Alabama et LSU. Il faut savoir que donc euh, c'était dans l'Ohio, en fait c'est l'organisation on va dire des paris sportifs en Ohio qui a repéré la potentielle fraude, en tout cas qui a alerté vis-à-vis d'actions assez suspectes et potentiellement frauduleuses. Et donc ce coach euh, a été en fait tout simplement cité ou en tout cas mis en relation vis-à-vis de ce qui s'est passé. Et du coup, donc Alabama n'a pas tardé et l'a tout simplement viré. C'était juste avant la série du week-end pour le coup. Ce qui ne les a pas empêchés de s'en sortir d'ailleurs, puisqu'ils ont battu Vanderbilt lors de cette série, juste post euh, problème avec donc leur coach qui a été donc viré. Donc voilà, je voulais rapidement revenir là-dessus, parce que ça fait quand même partie de l'actualité college baseball, même si ce n'est pas forcément sur le terrain. Comme ça, on peut balayer tout ça et on va vraiment parler de baseball pour le coup. Je vous rappelle rapidement, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, le Homera, que ce soit sur Twitter, Facebook, Instagram, même TikTok pour le coup, YouTube bien sûr, pour les vidéos un peu plus sport et société. Et donc ce podcast, vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Je ne vais pas toutes les citer, mais vous en connaissez certaines à mon avis, donc Spotify notamment. Et voilà, voilà, on va dire que sur tous ces bons mots, on va pouvoir y aller. Allez, c'est parti. Du coup, revenons à la compétition et revenons à nos moutons. Il s'est passé quand même encore une fois beaucoup de choses assez intéressantes le week-end dernier, et notamment, une fois n'est pas coutume, en tête ça s'est pas très bien passé. Il faut savoir que par exemple LSU, qui avait été donc numéro 1 depuis donc même la pré-saison, qui n'avait pas encore perdu une série en 12 semaines de compétition, ont finalement tout simplement jeté les armes, on va dire, face à Auburn, une surprenante équipe d'Auburn qui vient en fait donc du coup d'enchaîner des victoires de série face à South Carolina, qui était aussi bien classé donc la semaine d'avant. Et donc LSU, numéro 1 tout simplement de la nation au moment d'entrer lors de ce week-end, d'entrer dans cette série de week-end. Euh, pour le dire tout simplement, dans le top 5, il n'y a que Wake Forest qui s'en est sorti, et ce n'a pas été si facile que ça. Ils s'en sont sortis donc face à Boston College à domicile, avec notamment une victoire dans le fameux Rubber Game. Donc dans le match décisif, il y avait 1-1 avant cela. South Carolina qui donc décidément est un petit peu freiné, on va dire, même un peu plus que ça, puisqu'ils viennent de se faire sweeper par Kentucky. Kentucky qui fait une bonne saison, mais qui commençait en fait à avoir une certaine glissade, c'est-à-dire qu'il perdait pas mal de séries à la suite, en SEC bien entendu, ce qui reste assez compliqué. Et après donc des débuts Tony Truant en SEC, on commençait à se demander est-ce que, malgré un très très bon RPI, c'était le premier RPI de la nation en 2 semaines encore auparavant, et aussi la force de leur calendrier notamment, est-ce qu'ils allaient quand même réussir à pouvoir engranger une ou deux séries d'ici la fin de la saison pour vraiment solidifier leur dossier, on va dire, pour tout simplement participer, pourquoi pas, via un bid at large au tournoi national. Et bien ce qu'ils ont fait, ils ont tout simplement sweepé South Carolina. En faisant ceci, simplement ils se sont donné de l'air, ils se sont permis de rêver encore plus, de pouvoir solidifier leur présence lors de ce tournoi national. Rien de grave pour le coup pour South Carolina, même si ça fait 2 séries de suite perdues.
Dans le classement, il reste toujours dans le top 25. Ça reste toujours un très fort RPI, hein, donc je pense que c'est le deuxième de la nation ou le troisième, hein. Euh, Rien de grave, mais c'est vrai que la dynamique n'est pas si bonne que ça. On sait que le baseball, c'est un sport de série, et la fin de saison, elle compte quasiment double ou triple. Donc à eux de se remettre à l'endroit. Je dis auparavant, donc Alabama a battu Vanderbilt ce week-end malgré l'affaire qui les a donc touchés. Florida également a perdu à Texas A&M, ce qui rappelle encore une fois que la SEC, je le répète et je le répéterai sans fin, est vraiment une conférence très très compliquée. On va dire, il faut être à toute épreuve, quel que soit son classement, quel que soit son effectif, quelle que soit sa forme du moment. C'est toujours compliqué de gagner des séries, surtout à l'extérieur. Et donc Florida a perdu donc 2-1 à Texas A&M, malgré le fait qu'ils avaient pris le premier match. On le sait statistiquement, bien sûr, quand vous prenez le premier match, vous avez quand même plus de chances de vous en sortir sur le week-end. Euh, à part ça, il y a eu quand même aussi pas mal de petites choses à noter, des petites surprises. Bon, une chose qui n'est pas une surprise, c'est Stanford. Stanford qui a complètement annihilé son dauphin, hein, en conférence, c'était Arizona State, la belle histoire de ce début de saison. Je vous en avais parlé dans le podcast précédent. Pour le coup, Arizona State n'a pas fait le poids, entre guillemets, puisque les matchs en soi étaient toujours disputés. Mais Stanford s'en est sorti avec un sweep, hein, et tout ça en plus dans l'Arizona, hein, au niveau de la fac d'ASU. Euh, Qu'est-ce que je peux vous noter également d'assez intéressant? On a des séries, par exemple, comme pour Miami, qui jouaient hors conférence, hein, calendrier hors conférence pour ce week-end, qui ont profité pour solidifier, hein, tout simplement leur bilan avec un sweep de Presbyterian. Euh, il y a toujours en fait cette belle équipe de West Virginia qui continue en fait, hein, tout simplement à montrer de belles choses. Ils ont notamment battu Oklahoma, et ils avaient battu aussi en milieu de semaine en calendrier hors de conférence Pittsburgh W. Euh, Campbell sort d'une exceptionnelle semaine, avec notamment le fait qu'ils aient battu North Carolina, hein. North Carolina, une équipe quand même réputée de ACC, et ils ont terminé 5 matchs, 5 victoires dans la semaine, hein. Tout va bien, ils ont sweepé la série du week-end dans leur conférence. Euh, il y a eu par contre quelque chose d'un peu plus dur si on descend un peu, c'est la défaite dans leur conférence donc d'Oregon face à USC. Ils venaient de perdre déjà en milieu de semaine, donc face à leur rival Oregon State, mais pour le coup ça ne comptait pas dans le calendrier de conférence, donc c'est juste une petite précision. Et par contre, face à USC qui était un peu dans le dur, eh bien, ils ont perdu là-bas. USC qui fait une belle victoire de série qui leur permet justement de quelque part aussi travailler sur leur dossier vis-à-vis de pourquoi pas avoir un bid at large. Dans cette même division, enfin cette même conférence, pardon, on sait que UCLA a encore eu des grosses galères. Ça va être de plus en plus compliqué pour même ne serait-ce que être visible dans la bubble, hein. Donc, la bubble, c'est la zone où on vous met entre guillemets dans le purgatoire, c'est-à-dire que vous êtes soit dans les 4 last in, donc les 4 derniers à être dans le tournoi, ou les first 4 out, donc les 4 premiers à être en dehors du tournoi, mais être assez proches pour pouvoir tout simplement intégrer ses prévisions pour être parmi les 64 plus grandes universités, enfin meilleures de la saison. J'espère que vous suivez, je sais que c'est toujours un peu compliqué, mais bon, UCLA a beaucoup de mal. À noter également Georgia en SEC qui ne lâche pas, parce qu'ils viennent de battre donc, le Tennessee dans un match de conférence. Et donc tout ça pour dire que voilà, il y a eu encore de très belles choses. Il y a eu des équipes donc, qui ont dû de nouveau quitter tout simplement le classement, d'autres qui ils les ont rejoints, notamment Southern Miss qui est revenu dans ce classement pour le coup. Et donc ça pour dire que ça continue également pas mal à évoluer. On va en parler un peu plus en détail en se concentrant un peu plus sur une des plus grosses conférences du pays, et on va faire notamment la part belle aux joueurs dans cette conférence, c'est l'ACC, mais tout d'abord, petite transition musicale. Alors pourquoi je disais faire la part belle aux joueurs, puisque tout simplement, bon déjà ce sera le thème, on va dire, un peu de ce podcast, hein, en titre on dira, mais au-delà de ça c'est que la ACC, comme d'autres conférences, est quelque part surlignée par les performances exceptionnelles de certains joueurs qui sont déjà depuis longtemps sur des boards pour la draft, notamment la draft qui arrive là en 2023. Je pense bien sûr à plusieurs joueurs de Wake Forest, hein, on peut penser par exemple au lanceur Rhett Lauder, l'un des plus faibles IRA donc de tout le collège baseball. De l'autre côté, on peut penser du côté de la batte à Brock Wilken,
un des joueurs les plus prolifiques en termes de home run par exemple. Mais même si on quitte un peu Wake Forest qui pour le coup continue sa très grosse saison, dans chaque équipe on a des joueurs de fort talent, de haute qualité. On peut penser à Kyle Thiel, qui est je pense leader au batting average et qui doit être à plus de 42-43%, peut-être plus proche des 42 quand même que des 43, on va pas exagérer, mais 42% à la batte c'est quand même assez exceptionnel. Euh, on a des jeunes aussi dont je reparlerai un peu après qu'on ait fini avec les ACC, comme Cam Canerala de côté Clemson, qui sont très bons. On a bien sûr des joueurs aussi proches à être appelés à la draft comme Yohandy Morales. Bon, j'ai déjà parlé de qualité juste avant, mais Yohandy Morales fait partie également de ces joueurs-là. Donc voilà, il y a beaucoup de joueurs très intéressants. Avant de revenir donc sur les joueurs qui sont vraiment euh, tout en haut, on va dire, de l'affiche, en termes statistiques notamment, on va faire un petit tour au niveau du classement avec, si on compare par rapport au début de saison, et c'est vrai que c'est le genre de conférence qui est, comme j'avais dit dans la preview hein, sur le site, qui est très homogène. Ça veut dire que les équipes sont à des niveaux assez similaires au final, à part peut-être deux trois équipes pour lesquelles on se disait que ça allait être compliqué. Euh, Au final, personne n'est complètement décroché, puisque euh, même le dernier de la Coastal, par exemple Pittsburgh, est à 9 victoires pour 13 défaites. Allez, je dirais peut-être que les équipes les plus décrochées et encore avec leur RPI, leur puissance de calendrier, peut-être qu'elles peuvent s'en sortir. J'en pense en tout cas à une. Louisville a 9 victoires pour 15 défaites. Malgré tout, ils ne sont pas hors course, notamment pour le tournoi national de fin de saison. Même pour un bidate large, hein, ils ne sont pas encore complètement hors sujet ou hors course. Euh, une autre équipe qui pourrait s'en sortir, je pense à NC State. NC State également, qui a un très bon RPI, malgré un bilan négatif hein, de 10 victoires et 13 défaites. Pour moi, la seule équipe qui me paraît vraiment éliminée pour le coup, c'est Florida State. Florida State qui avait laissé entrevoir pas mal de belles choses en début de saison avec donc Link Jarrett qui est venu donc de Notre-Dame pour amener sa science. Malheureusement, la mayonnaise n'a pas complètement pris. Toujours des gros problèmes en termes de pitching notamment. Et puis aussi les blessures, comme d'habitude dans le fameux fléau des blessures. C'est là où on peut séparer les équipes qui ont une certaine profondeur. Je pense notamment à Arkansas en SEC qui, malgré des blessures et des blessures à foison, arrive toujours à sortir des joueurs et puis à coacher souvent à avoir un truc cohérent pour pouvoir continuer à gagner des matchs. Florida State, pour le coup, c'était l'année 1, enfin l'année 1 de Link Jarrett. Et donc, il va falloir travailler, il va falloir aussi renforcer quelque part l'effectif. Donc, à part Florida State en Atlantique, donc dans la division Atlantique de la ACC, hein, je rappelle rapidement, bien sûr, deux divisions, l'Atlantique et la Coastal. Euh, Personne n'est complètement éliminé, tout le monde se bat encore. Je pense à des équipes qui étaient vues assez, entre guillemets, bas. Quand je dis bas, c'est vis-à-vis de l'historique récent de ces équipes, hein. Je pense à Notre-Dame, Notre-Dame qui fait une très belle saison de conférence, qui reste solide. Euh, on peut penser à qui? On peut penser à quelque part à North Carolina ou Virginia Tech, qui sont pas non plus, malgré des bilans à peine aux 50% ou un tout petit peu en dessous, ne sont pas non plus ridicules, loin de là. D'ailleurs, on va parler sûrement d'un joueur de North Carolina qui est voilà, qui est en feu, tout simplement. Euh, et puis après, en remontant au classement, on va retrouver des gros cylindrés. Virginia qui malheureusement pour eux est un peu sur une pente descendante, c'est-à-dire qu'ils avaient commencé de manière exceptionnelle, hein. Ils étaient invaincus pendant longtemps, ils ont perdu très peu de matchs au départ, ils gagnaient série sur série, et d'un coup la courbe s'est complètement inversée. C'est ça aussi le college baseball. Les carences qu'on avait vues du côté de Virginia ont finalement fini par exploser, ce qu'on avait vu en pré-saison. Je parlais notamment de la classe de pitcher, en tout cas du pitching staff qui était peut-être un peu léger pour la ACC. Eh bien malheureusement ça finit par se voir. Miami qui fait une très grosse saison, Miami qui est en fait quasiment imbattable à la maison et qui là s'est même permis d'avoir quelques victoires à l'extérieur assez importantes, que ce soit des victoires en match individuel ou même réussir à remporter une série à l'extérieur. Euh, et puis il y a ce qu'on dira des mini-surprises. Alors, quand j'ai mini-surprise, pour moi Clemson c'est pas une surprise, parce qu'au vu de l'effectif, même en pré-saison, je disais peut-être pas qu'ils allaient forcément être en tête, ça serait mentir, mais par contre, il n'y a rien qui les mettait pour moi complètement en dessous d'autres équipes. Euh, Ils paraissaient un peu plus faibles ou un peu plus limités en termes de profondeur peut-être, et ça c'est vrai, mais par contre, il y a du talent un peu partout. Je vais parler de leur rookie, enfin de leur freshman pardon, juste avant, mais voilà, Clemson c'est une équipe qui reste assez solide et qui pour le coup, derrière Wake Forest,
bon, assez loin pour le coup, mais derrière Wake Forest, et la deuxième équipe au meilleur bilan donc dans la division Atlantique. Et surtout, il y a une équipe qui pour le coup, elle surprend, c'est Duke. Duke, bon, si vous vous rappelez, vous pouvez aller voir les trucs de pré-saison. Duke était vu quand même assez bas en ACC, non pas par un manque de qualité, parce que c'est surtout que la ACC, encore une fois, c'est une division, enfin une conférence assez compliquée. Et pour Duke, en fait, il y avait surtout pas mal d'interrogations. Et pour le coup, les interrogations ont vite été balayées. Enfin, bien sûr, hein, quand je dis vite, c'est vite à la sauce collège baseball, hein, parce que Duke avait quand même commencé assez timidement, et c'était pour le coup rien d'anormal en soi, et donc c'était en négatif assez longtemps. Et puis, ils ont commencé à appuyer sur l'accélérateur, réussir des statement wins, notamment, je me rappelle de la série face à Louisville. Là, récemment, ils ont gagné à UVA, carrément, hein, en Virginie, ce qui est jamais évident. Et du coup, Duke se retrouve tout en haut de la Coastal pour le coup, et donc joue crânement sa chance avec un très bon RPI aussi. Euh, bah, Là, on parle même plus de Duke pour pouvoir solidifier leur place en tournoi national de fin de saison. On les voit carrément, pourquoi pas, pour pouvoir hoster, pour pouvoir faire partie des 16 meilleures équipes de la nation en termes de ranking, et du coup pouvoir hoster un des regionals. Donc voilà, encore une fois, Duke surprend beaucoup, et quand on parle de Duke, et quand on parle aussi des autres équipes, on parle forcément des joueurs, et donc là je vais me focaliser un peu plus sur les joueurs. Vous allez voir qu'il y a certaines performances qui en valent la chandelle, comme on peut dire. Alors déjà, quand on parle de Duke, on va surtout parler du line-up, ou en tout cas de la partie offensive, plutôt que la partie pitching. Je sais que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, il y a le fameux Alex Mooney qui avait réussi donc un highlight assez exceptionnel, donc un fameux Grand Slam walk-off, c'était donc face à Louisville. Euh, il est un peu le symbole de cette belle attaque, et cette attaque aussi bien répartie du côté de Duke, puisque on a pas mal de joueurs qui sont aux alentours on va dire entre 6 et 10-12 home runs, donc c'est pas non plus incroyable, mais ça permet en fait d'avoir assez d'offense qui tourne, donc ça c'est pour les home runs. En termes de RBI, on a des joueurs qui produisent pas loin de 50 RBI. Il y a des joueurs allez, une majorité de joueurs entre 30, un peu en dessous de 30, et puis 40, voire 50 points produits, ce qui amène beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attaques. Ils ont toujours trouvé des solutions, même malgré les petites blessures, malgré des rotations à faire dans le line-up. Et c'est vrai que si on n'a pas les joueurs les plus incroyables en termes d'offense pure vis-à-vis de la ACC, tout cet amas collectif en fait une des équipes les plus redoutables offensivement, non seulement en ACC, mais dans tout le collège baseball. Euh, je vous inviterai d'ailleurs à aller voir 2-3 joueurs intéressants à suivre. Donc j'ai parlé d'Alex Mooney juste auparavant. D'autres joueurs à suivre, pourquoi pas, ça peut être l'outfielder, le center fielder Giovanni Di Giacomo. Euh, alors il y a un autre Di Giacomo, je pense que c'est son frère, mais j'ai pas envie de dire de bêtises parce que je les connaissais pas avant de m'intéresser un peu plus à Duke. Donc il y a un autre Di Giacomo qui pour le coup ne joue pas souvent, mais qui est un receveur très très intéressant au niveau offensif. Sur quelques matchs, il a montré de belles choses. Tout ça pour rappeler encore une fois que, comme je l'ai dit, c'est très collectif en fait pour Duke. Le catcher titulaire, il est à plus de 30% de moyenne, hein, c'est Alex Stone. On retrouve d'autres joueurs aussi au-delà des 30% de moyenne au bâton. Je pense à Jay Bashers, le second base. Je pense à MJ Metz. J'aime bien MJ Metz parce que son nom de famille c'est la ville de Metz. Enfin bref, chacun ses hobbies, on va dire. Et donc pour parler un peu plus sérieusement, ils ont même des joueurs un peu plus two-way. Hein. Je pense à Jonathan Santucci qui est plutôt pitcher mais qui a montré sur quelques matchs qu'il était capable aussi d'apporter à la batte. Donc voilà, je vous ai fait un peu de name dropping rapidement, mais c'est surtout pour rappeler que Duke est en haut de la Coastal, c'est pas par hasard, notamment c'est grâce à son offense amené par les Alex Mooney, par les J.B. Shears, euh, Andrew Fisher également, MJ Metz, etc., etc. Et tous ces joueurs ensemble arrivent à apporter une des attaques les plus dangereuses, les plus létales de ACC. Mais bon, quand on parle de ACC, je sais ce qui vous démange, c'est plutôt d'entendre parler des stars de cette conférence. Quand je dis stars, c'est au niveau statistique. On va commencer bien sûr par la partie bat, donc la partie offensive. Et là, je peux vous dire qu'il y a des chiffres qui sont assez étourdissants. Que ce soit en termes de moyenne de bâton, de présence sur base, de slugging, d'OPS, bien sûr les stats un peu plus totales, hein, le nombre de doubles, le nombre de coups sûrs, le nombre de home runs, on a de tout. Je l'ai cité tout à l'heure, bien sûr, il y a le fameux receveur qui sera certainement appelé assez haut à la draft, c'est Kyle Till du côté de UVA. Il a quand même 42% à la batte,
presque 50% de présence sur base, plus de 66% de slugging, et donc un OPS à 1.147. Donc ça c'est overall, mais même dans la conférence, il est très très fort, très très chaud. Un de ses coéquipiers, hein, c'est Griff Overall, pour le coup, c'est pas forcément celui auquel on pense en premier quand on pense à un coéquipier, hein, de Kyle Thiel. Euh, Ce dernier a quand même réussi aussi à avoir une moyenne au bâton de 40%, un peu plus de 40%. Euh, Toujours donc à Virginia, bien sûr. Si on parle d'un joueur en particulier, et aussi ce sera certainement un joueur appelé très très haut, c'est le fameux Jake Geloff. Jake Geloff, un troisième base. Il est à UVA depuis un certain moment maintenant, et il continue d'affoler les compteurs, hein, plus de quasiment 34% de moyenne au bâton, presque 43% de présence sur base, 76% de slugging, un OPS quasiment à 1.2, hein, 1.200. C'est assez fou ce qu'il nous fait encore cette saison. Il a plus de 18, enfin pas plus, il est à 18 home runs, 73 points produits. Il a un ratio pour le coup, euh, walk, strikeout de 30, donc plus sur balle, pour 40 strikeouts. Peut-être ça peut être une chose pour laquelle il doit essayer de travailler et s'améliorer, mais bon, quand on voit ces chiffres en général, c'est assez impressionnant. C'est pas un joueur réputé de fou, entre guillemets, pour ce côté vol de base. Il en a volé deux pour l'instant cette saison, mais c'est pas là-dessus qu'on l'attend. Si on veut bien sûr rendre à César ce qui appartient à César, on va forcément parler de Wake Forest. Wake Forest, vous savez qu'il y a Brock Wilken qui a attendu également très haut, un autre troisième base, hein, lui aussi, à plus de 33% à la batte, hein, quasiment 50% également à la présence sur base, et un OPS oui, pardon, de presque 1.300. 1.267 pour être exact. Je sais que son slugging aussi est assez proche de Jack Geloff parce que quand je regardais un peu leurs stats pour comparer, j'ai vu qu'il y avait pas mal de similitudes. Ce dernier aussi, Brock Wilken, c'est le leader en termes de home run, hein, dans la ACC avec 20 home runs. C'est un aussi des meilleurs de la nation. 61 points produits. Un ratio but sur balle, strikeout de 48 pour 42, donc là un peu plus de walk que de strikeout. Là aussi on n'est pas sur un joueur qui va voler des bases pour le coup, on est vraiment sur un joueur de contact et de puissance, c'est ce qu'on recherche. Et je pense que c'est un joueur qui va notamment certainement partir assez tôt, hein, dans la prochaine draft. Il a un de ses coéquipiers qui est plutôt bon, mais qui pour le coup n'est pas attendu pour cette draft-là, hein, si je dis pas de bêtises, c'est Nick Kurtz. Faudrait que je revérifie pour être sûr, mais je pense que lui c'est 2024. Je pense que c'est un sophomore, Nick Kurtz, de mémoire. Lui pour le coup aussi c'est assez incroyable, hein. C'est lui qui a le meilleur OPS, hein, de toute la ACC, et pendant il y a des beaux bébés en termes d'OPS, hein. Il a 1.324 d'OPS, il a pour le coup 17 home runs, 50 points produits. Là encore en moyenne au bâton c'est quasiment 35%, c'est 51, presque 52% de présence sur base. Le slugging est à plus de 80, enfin voilà, plus de 80%, c'est assez fou ce qu'il fait. On sait que les présents dans le line-up aussi permettent aussi d'avoir certaines sensations et tout ça, mais il a surtout enchaîné pas mal de grosses performances avec des matchs à plusieurs home runs. C'est un joueur vraiment tout feu, tout flamme. Je parlais de joueurs avec des forts OPS, on peut penser au fameux Jack Hurley qui lui avait commencé blessé, hein, cette saison et qui a donc est revenu et qui fait de très belles choses. Alors il est plutôt centerfield, donc plutôt dans la outfield, mais j'ai vu aussi pas mal jouer DH. Je me rappelle que quand j'étais à Miami, il avait joué donc face à Miami, il était rentré pour le coup lui en pinch hitter carrément, parce qu'il revenait un peu de blessure et compagnie, mais j'ai vu aussi DH dans les matchs. Là aussi c'est très solide, hein, plus de 15 home runs, plus de 42 points produits. Là encore, on n'est pas sur un gros voleur de base, on est plutôt sur un joueur qui va contacter et amener de la puissance, 1.200 d'OPS. C'est très très solide. On peut aller comme ça, ainsi de suite, ainsi de suite, hein. Il y a vraiment des gros joueurs. Je voulais aussi vous toucher un mot concernant le fameux Mac Horvath. Pour le coup, lui, à North Carolina, il a eu les pleins pouvoirs, surtout un peu aux dépens de Vance Honeycutt. Vance Honeycutt, c'est la star de North Carolina, surtout depuis que la classe senior est partie, ou notamment les joueurs comme Unreal Zarate. Mais Vance Honeycutt, je sais qu'il a eu des problèmes, des pépins physiques et compagnie. Et pour le coup, Mac Horvath est vraiment le leader cette saison, du coup, pour North Carolina, pour compenser un peu les absences ou l'absence de Vance Honeycutt. Alors, jugez plutôt, c'est un joueur qui non seulement frappe, contacte bien la balle, réussit à être souvent sur base. En témoigne ses 31% de présence
enfin de présence de moyenne au bâton, c'est quasiment 42% de présence sur base, 73% de slugging et 1.144 d'OPS, mais c'est également un joueur, et ça c'est très important, qui vole des bases, c'est-à-dire qu'il travaille beaucoup sur base et qui doit avoir un RC et aussi un WRC+. Je reparlerai d'ailleurs de cette statistique. Gardez ça en tête, même si vous n'êtes pas au courant de ce dont je parle, je vais le définir, mais un peu plus tard, peut-être fin mai, vous donner un nouveau glossaire, enfin un nouvel élément du glossaire avec le WRC+. Pour faire simple, on va dire que c'est une métrique qui va regarder le nombre de points créés en fait par un joueur via son travail, que ce soit ce qu'il fait sur base, etc., ce qu'il amène aussi sur base et compagnie. Mais je reviendrai plus en détail là-dessus plus tard. Mais ça pour dire que c'est un joueur quand même qui a volé 21 bases, rendez-vous compte. Donc c'est vraiment une menace complète en attaque. Et voilà, j'ai pas envie non plus de vous fatiguer avec trop de name dropping, mais restez bien sûr à l'affût de joueurs aussi comme Yohandy Morales, saison très solide, presque 40% de moyenne au bâton, hein, Yohandy Morales, lui aussi encore un troisième base, décidément, c'est la marque de fabrique en ACC. C'est un joueur aussi qui est attendu assez haut, hein, pour le coup, hein, certainement un premier tour lors de la prochaine draft MLB, le joueur de Miami, et lui aussi un OPS à plus de 1, hein, c'est 1.112. Donc voilà, il y a du très solide. Cette ACC, pour le coup, elle fait vraiment, encore une fois, elle permet d'avoir les highlights des joueurs. Je vous conseille, si vous avez l'occasion et si vous avez le ESPN Player, de pouvoir vous focaliser un peu sur ce genre d'affiches ou de conférences. Surtout qu'il reste que quelques séries de conférences, je dirais peut-être deux, peut-être trois maximum, parce que là on entre vraiment dans le clutch. Donc si vous avez le temps, profitez pour aller voir tous les joueurs dont je vous ai fait de ce name dropping et pouvoir voir un peu plus de vos propres yeux ce dont je parle et ce en quoi ils sont impressionnants. Donc voilà pour la ACC, voilà encore pour cet aspect par belle aux joueurs, mais on va continuer à parler joueurs après cette petite transition. Et donc, revenons à nos moutons, on va parler de ce qu'il se fait de mieux en termes de home run. Les joueurs qui mettent le plus de home run, qui frappent le plus de longues balles dans le college baseball. On sait le home run, c'est le truc le plus grand symbole du spectacle en MLB, c'est ce qu'on veut voir. J'ai dit MLB, mais je voulais dire college baseball, bien entendu, vous l'aurez remarqué. En baseball, en college baseball, en MLB, en NPB, en KBO, n'importe quelle ligue, ce qu'on veut voir c'est du home run bien sûr. On aime aussi bien sûr les highlights défensifs avec les catchs assez spectaculaires, les double plays de folie, etc. Mais le home run c'est un peu le symbole ultime, hein, de ce côté spectaculaire du baseball, en tout cas en termes d'offense. Et donc je voulais vous toucher 2-3 mots sur les joueurs qui sont en tête de cette course au home run, parce que si on pouvait penser à des joueurs qui sont voilà, assez expérimentés, ce qui est souvent le cas en college baseball, hein, les joueurs les plus expérimentés ont l'habitude du circuit et connaissent souvent les lanceurs face auxquels ils vont jouer. Ils sont rodés notamment quand ils jouent en conférence face aux mêmes lanceurs pendant 2, 3, 4 ans. Souvent on retrouve plutôt des seniors. Et là cette année, alors est-ce que c'est une conséquence des nouvelles règles? Je ne peux pas le dire et ça me paraîtrait assez étrange, mais bon. On trouve plutôt des jeunes, des forts talents c'est vrai, mais plutôt des jeunes, que ce soit des sophomores ou des freshmen. Notamment en SEC, puisque les trois premiers que je vais vous citer, ce sont des joueurs en fait SEC, hein. C'est eux qui leadaient au moment où j'ai pris en compte ces stats. Alors, vous en avez peut-être entendu parler, puisqu'il a fait les news, que ce soit pour ses superbes envolées, on va dire offensives, comme pour ses petites engueulades avec les arbitres. Il s'agit bien sûr du joueur de Florida, Jack Caglione. Jack Caglione, c'est un two-way player, hein, donc c'est-à-dire qui lance et qui également est très fort à la batte. Là on va se focaliser plutôt sur la batte puisqu'il est, au moment encore une fois où j'ai pris les stats, il était donc le meilleur frappeur de home run de tout le college baseball, lui qui n'est que sophomore, avec 26 home runs. Faut savoir que c'est 26 home runs, mais c'est pas un joueur qui va juste whiff et puis dès qu'il y a la chance qu'il y ait une balle qui arrive, il va frapper son home run. C'est un joueur très bon à la batte. En témoigne sa moyenne notamment au bâton qui est de 36%. On le sait,
comme il est sophomore, il va encore avoir au moins une année avant de pouvoir tester son éligibilité et voir un peu sa cote à la draft, donc ça sera en 2024. Mais pour le coup, ça donne encore plus l'eau à la bouche, à mon avis, pour les fans de Gainesville, puisque on le sait également, chaque année, les joueurs amènent des nouvelles cordes à leur arc, progressent, etc., etc. Et c'est le but, je pense, pour un joueur comme Caglione, qui va essayer d'être encore plus consistant malgré cette alternance entre le monticule et le marbre pour frapper des home runs. Donc ça, c'était le premier joueur dont je voulais parler. Le second, c'est encore un sophomore. Lui, pour le coup, il est dans une équipe qui ne va pas très bien, mais lui, il tire son épingle du jeu. Alors, c'est Hunter Hines. Au moment où j'enregistre, au moment où j'ai pris encore une fois les stats, il était à 21 home runs. Donc, c'était l'un des 3 meilleurs frappeurs de home run de toute la NCAA, pour le coup. Il n'était pas tout seul aux alentours des 20-21 home runs, puisque le joueur dont je veux parler, et c'est un joueur qui fait une saison exceptionnelle, c'est un joueur qui, faut vous en rendre compte, ce n'est qu'un freshman. Il joue dans l'une des plus grandes conférences du pays, c'était la plus grande, la SEC, et il tient sur ses épaules l'offense de South Carolina qui fait une excellente saison. Il faut savoir également que ce joueur, s'il n'y avait pas des joueurs comme Dylan Cruz, qui sont tout simplement en fait lunaires, hein, ce sont des joueurs en fait qui dominent le college baseball de la tête et des épaules. S'il n'y avait pas ce genre de joueurs dans sa conférence, il pourrait très très bien être élu, et c'est peut-être pas fini hein, pour le coup, meilleur joueur de sa conférence dès son année freshman. Et ce jour-là, vous l'avez peut-être reconnu, pour ceux qui suivent bien le college baseball, je parle bien sûr de Ethan Petry. Ethan Petry, c'est 20 ou 21 home runs, c'est une moyenne au bâton de 41%. Alors c'est vrai que face aux presque 46% je pense de Dylan Cruz, ça fait limite oh ok, mais c'est assez exceptionnel. Je pense que vous le savez si vous suivez le baseball, hein, qui est un sport d'échecs encore une fois. Réussir à avoir un coup sûr plus de 40% du temps, c'est assez exceptionnel, d'autant plus quand il s'agit d'un freshman. Donc on a hâte de voir ce qu'il va continuer à faire. J'avais vu notamment dans l'article que j'avais lu en fait en complément des stats que j'avais vu, que beaucoup d'observateurs du college baseball le comparaient notamment à Chris Bryant. Chris Bryant qui est maintenant aux Rockies mais qui a été un des joueurs emblématiques des Cubs. Et qui, il faut le savoir, a été un Golden Spike, notamment, si je dis pas de bêtises, je pense que c'était en 2013. On va reparler de Golden Spike pour finir ce podcast. Et donc on le compare à lui, puisque Chris Bryant, qui était donc à San Diego, hein, au niveau de la fac, montrait des aptitudes assez similaires. Bon, peut-être encore un peu plus de domination, côté Chris Bryant que Ethan Petry. Mais malgré tout, ce sont des comparaisons qui donnent à réfléchir. Je vais vous donner un dernier joueur, parce que c'est un joueur entre guillemets un peu plus surprise. On ne l'attendait pas forcément à ce niveau-là. Sachant que je vous ai déjà cité Brock Wilken, bien sûr, du côté Wake Forest, quand j'ai fait mon petit bilan ACC via la part belle aux joueurs juste avant. Là, on va parler rapidement de Gavin Cash. Gavin Cash, c'est de la Big 12, c'est Texas Tech. Texas Tech, en fait, chaque année, même quand ils perdent des joueurs, l'année dernière, ils ont donc perdu. Enfin, du coup, cette année, ils n'ont plus Jace Jung, le frère de Josh Jung, qui lui a commencé chez les Rangers, pour faire la petite histoire et le petit lien avec la MLB. Ils arrivent toujours à trouver des joueurs sur qui s'appuyer pour avoir une offense, encore une fois, incandescente. C'est souvent des grosses offenses, en fait, Texas Tech. Et là, cette année, la part belle vient, en fait, à leur sophomore Gavin Cash. Gavin Cash, c'est plus de 20 home runs cette saison. C'est 37-38% en fait de moyenne au bâton. C'est assez fou, assez exceptionnel. On refera un point un peu plus confirmé sur la Big 12 la semaine prochaine, je pense. Mais voilà, retenez bien ce nom, Gavin Cash. On ne l'attendait pas à pareille échelle, ou en tout cas à un tel niveau. Et pour le coup, il referme un peu cette petite parenthèse que je voulais faire sur les meilleurs frappeurs, ou ceux qui font partie des meilleurs frappeurs de home run de la saison, et surtout le fait que ce sont des joueurs qui sont que de première année ou de deuxième année. Donc voilou, on va finir ce podcast, comme je l'ai dit juste avant, par le fameux Golden Spike. Je vais d'abord vous rappeler ce qu'est le Golden Spike. Je vais vous donner 2-3 noms de joueurs que vous connaissez forcément et qui ont remporté ce fameux sésame. Et ensuite, on va regarder un peu 2-3, peut-être entre 3 et 5 joueurs. Je ne vais pas trop rallonger, mais j'aime bien quand même donner un peu plus de moelle, on va dire. Donc, on va dire 5 joueurs qui peuvent prétendre en fait au Golden Spike cette saison. Allez, c'est parti.
avant donc de vous dévoiler un peu plus les dessous de Golden Spike, je vais juste vous rappeler en fait ce qu'il en est concernant ce trophée, et surtout, tout d'abord, je vais commencer par vous dire qu'il y a deux trophées qui récompensent, on va dire, les joueurs universitaires. Il y a donc le Golden Spike dont on va reparler, et le Dick Howser Trophy. Il faut savoir que le Dick Howser Trophy, pour le coup, c'est un trophée purement universitaire. Il récompense le meilleur joueur universitaire du pays, alors que le Golden Spike, c'est un peu plus un peu plus générique, il récompense le meilleur joueur amateur. Donc quand on dit amateur, ça peut être un joueur donc de NCAA D1 baseball, ça peut être un joueur de lycée, ça peut être un joueur de pourquoi pas de JUCO, si vraiment il y a un joueur de JUCO qui sort complètement du lot. Et en fait, on va récompenser pour le coup le meilleur joueur amateur. Donc ça, c'est la première distinction à faire. Il ne s'agit pas forcément du meilleur joueur en fait universitaire. Je vais vous donner en fait un exemple, par exemple, que vous connaissez bien. Je parle bien évidemment de Bryce Harper. Bryce Harper, il faut le savoir, il a été donc, vous le connaissez forcément, hein, c'est un gros joueur de MLB, il a été MVP, il a été le plus jeune All-Star en MLB, en termes de joueur de position pour le coup, et il faut le savoir, il venait en fait d'un JUCO, d'un community college, le College of Southern Nevada, donc il n'était pas en NCAA D1 baseball. Bon, vous pourrez rétorquer que pour le coup ça reste du baseball universitaire, mais c'est vraiment pour vous dire qu'il ne s'agit pas forcément du meilleur joueur, notamment de D1 baseball, mais c'est le meilleur joueur amateur en général, et voici un exemple parmi tant d'autres d'un joueur qui n'a pas été pour le coup en NCAA D1 baseball et qui a gagné ce titre. Mais bon, en général, on retrouve quand même beaucoup de joueurs de NCAA D1 baseball. Il y a un joueur notamment des Orioles que vous connaissez, puisque lui ça fait pas longtemps, c'est bien sûr Adley Rutschman. Adley Rutschman qui l'a gagné en 2019, l'année donc de sa draft. Si vous voulez d'autres exemples, les gens qui aiment les White Sox connaissent Andrew Vaughn. Andrew Vaughn qui joue à Cal l'a eu en 2018. On peut redescendre, on a Kyle Lewis qui a été rookie de l'année quand il était à Seattle. On a qui d'autre? On peut avoir Andrew Benintendi, que vous connaissez bien, l'outfielder, il était à Arkansas pour le coup. On peut remonter, comme j'avais dit, Chris Bryant en 2013. On a eu du Trevor Bauer, on a eu du Steven Strasburg. Et on entend beaucoup parler de Steven Strasburg ces derniers temps, puisque c'était un gros prospect en sortie de collège. On avait rarement vu ça pour un lanceur arriver avec une telle hype. Et pour le coup, en parlant de hype, il y a un joueur qui affole les compteurs cette saison, qui joue à LSU, c'est bien sûr Paul Skeens. On aura le temps d'en reparler quand on parlera un peu plus de draft. Mais voilà, pour vous donner un petit contexte avant de parler pour finir des joueurs qui pour l'instant paraissent être pas mal dans la course vis-à-vis de ce fameux Golden Spikes. Alors, il y a des joueurs qui vont sûrement vous dire quelque chose. Par exemple, si je vous dis Enrique Bradfield Jr., je pense que vous voyez de qui je parle, puisque c'est un des joueurs qui est souvent nommé pour finir en premier tour de draft et assez haut en plus dans ce premier tour de draft. C'est l'outfielder de Vanderbilt, le speedster par excellence, la personne qui vole le plus de bases au monde, bien sûr, Enrique Bradfield Jr. On peut aller loin, il y a du lanceur, il y a notamment le petit two-way player dont je vous ai parlé tout à l'heure, Jack Leone, qui est toujours dans la watchlist en tout cas. Je peux vous donner d'autres noms. On peut avoir par exemple, d'ailleurs je voulais en parler, je l'ai oublié, c'est bien d'en parler. Charlie Condon qui joue à Georgia, qui a encore fait une grosse série ce week-end et qui fait partie de ces jeunes freshmen qui sont en train de surprendre toute la SEC. Très important, très impressionnant surtout, pas loin des 20 home runs lui aussi. Je pense qu'il y a 17 ou 18 home runs cette saison. C'est un première base, mais il peut jouer aussi dans l'outfield, donc bref, voilà un autre exemple. Mais bien sûr, on va rentrer un peu plus dans les noms que vous devez connaître si vous suivez un peu la draft. Chase Dollander fait quand même partie de cette watchlist. En termes de frappeurs joueurs offensifs assez intéressants, on a Chase Davis bien sûr d'Arizona. On a donc le petit Ethan Petrie dont j'ai parlé juste avant côté South Carolina, quand je parlais des jeunes. On a des joueurs connus et reconnus maintenant, Jacob Gonzalez, Jake Geloff. Des gens peut-être un peu moins connus comme Cam Fisher qui est pourtant très intéressant, un joueur aussi à suivre. Et bien sûr, l'un des favoris, si ce n'est le favori pour le Golden Spikes, c'est bien sûr Dylan Cruz. Dylan Cruz, on en parle depuis donc maintenant 2021, c'est un phénomène. Depuis sa première année, donc son année de freshman, il montre que voilà, il a plus que les épaules pour dominer la SEC. Si on veut être
tatillon. Il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais, mais cette année il n'a que 13, je pense 12 ou 13 home runs, alors que sa saison freshman, bon, déjà la saison n'est pas finie, mais sa saison freshman il avait terminé avec 18 home runs, donc la saison sophomore il était à plus d'une vingtaine de home runs. Donc forcément, les gens vont toujours trouver à redire, mais si on regarde ces chiffres, il est presque à 50% de moyenne au bâton, ce qui est assez indécent. Et je vous parle que la moyenne au bâton pour pas vous faire mal en fait à la tête, mais c'est un joueur vraiment exceptionnel qui en plus connaît tous les rouages, défensivement c'est propre, il n'y a rien qui paraît compliqué pour un joueur de ce calibre-là. Jamais en train de paniquer malgré des at-bats peut-être des fois un peu plus compliqués. C'est un joueur qui, malgré le fait qu'on le fait beaucoup walk, hein, pour le coup, on l'envoie beaucoup sur base, hein, par but sur balle. Malgré ça, il a quand même des stats assez impressionnantes. Bon, voilà, c'est Dylan Cruz, donc voilà, c'est forcément un favori. Il y a beaucoup de choses qui vont entrer en compte, pas forcément juste ce qui se passe au niveau de LSU pour lui, mais on va regarder beaucoup de choses. On va regarder aussi, par exemple, je sais que vu que c'est des votants, ils vont regarder par exemple l'aspect domination, l'aspect aussi peut-être surprenant de cette domination. Je pense par exemple au releveur en fait d'Arkansas, il y a 2 saisons qu'il avait gagné, c'était Kevin Kopps. Kevin Kopps, il sort un peu de nulle part, c'est Coach Van Horn, comme d'habitude, qui sort un joueur de son chapeau, hein, tout simplement. Bon, quand j'y sors de nulle part, j'exagère un peu, hein, ça reste un joueur qui était déjà dans son état au niveau lycée, était reconnu, mais ce que je veux dire par là, c'était pas une star du monticule comme on pouvait l'attendre. D'ailleurs, il jouait releveur, mais sur cette saison de Golden Spike, il avait dépanné à tout moment, il pouvait même entrer dans la rotation si besoin est, il était exceptionnel. Donc tout ça pour dire que ça peut très bien tomber sur quelqu'un qui n'est pas forcément attendu. L'année dernière, c'est Ivan Melendez, le slugger de Texas, qui avait gagné. Pour le coup, il n'y a pas une grosse surprise parce qu'il a fait une très très grosse saison, mais c'était pas non plus une des plus grandes stars. Ça reste enfin, c'était une des stars bien sûr du college baseball, mais c'était pas au niveau de ce que bien sûr un Cruz peut amener cette année, ou même des Brock Wilken, peut-être côté lanceur, des Dollander, des Loader, des Skins bien sûr. Euh, ou même des lanceurs un peu moins connus comme Tanner Hall, dont j'avais parlé il y a quelques temps, de côté de Southern Miss. Donc voilou, c'était juste pour vous donner un petit peu de contexte vis-à-vis de ce Golden Spikes. C'est un award qui va arriver en fin de saison, donc qui va récompenser le meilleur joueur amateur encore une fois. Et bien sûr, ce palmarès est très important. On a même des légendes, hein, qui tout simplement ont gagné qu'on appelle ça, ce Golden Spike. Je pense par exemple à A-Rod, hein, Alex Rodriguez, tout simplement. Donc tout ça pour dire que ça reste un titre très très important. Je pense que ça me paraît pas mal. Je vous ai bien expliqué, je pense, ce qu'est le Golden Spike. C'est aussi le Dick Howser Trophy, qui reste un trophée important, mais qui est souvent mis au second plan. Et donc voilà, maintenant si un jour vous tombez sur ce trophée, vous ne serez pas forcément surpris de voir ce qu'il représente au niveau amateur et notamment college baseball. Donc voilou. On va pas durer plus longtemps que ça. Encore une fois, merci beaucoup à tous toutes celles et ceux qui me suivent depuis le début de cette petite aventure. Juste pour faire un petit peu de pub et pour me mettre la pression en même temps, moi ça me permet de me dire ah oui, il faut que je le fasse. Il y a des vidéos qui vont sortir, peut-être pas maintenant, mais bientôt, sur des sujets peut-être un peu plus de société comme j'ai l'habitude de faire, notamment sur un côté historique et un peu... j'avais vu qu'il y a eu pas mal d'articles à ce niveau-là, des gens qui se posaient des questions, notamment dans les années 2000, euh, et notamment au niveau college baseball pour le coup, c'était la présence africaine-américaine dans le baseball. Donc on va pas forcément parler de barrières de couleur cassées, etc., etc. On va plus peut-être aller sur les aspects, notamment les HBCU, comment ça a été créé, etc., etc., d'où ça vient, et également, bien sûr, essayer de connecter un peu tous les boutons ou tous les boulons qui vont ensemble pour expliquer et remonter le fil de l'histoire jusqu'à notre époque à nous, par rapport à cette entre guillemets faible présence de joueurs africains américains au niveau du baseball. Il y a beaucoup de contextes sociaux, social et historiques. Euh, voilà. Bref, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Il y a aussi un dossier que je compte faire si j'ai le temps. Ça serait un dossier sur la relativité de l'upset en baseball et notamment en college baseball, puisqu'on entend beaucoup, surtout avec les médias qui notamment via les réseaux sociaux, qui aiment bien amener de la hype, et c'est le jeu, hein, il n'y a pas de problème là-dessus, mais ils aiment bien parler directement d'un upset, alors que souvent quand on joue sur des séries, peut-être que une équipe va réussir à upset sur un match, mais au final va quand même perdre la série. Et au final, voilà, donc je voudrais faire un petit dossier là-dessus, ça sera peut-être plutôt en article et par écrit pour le coup. Et pour finir, il y aura une prochaine vidéo sur le Japon. Je sais que pour ceux qui me suivent, vous savez que c'est un fil rouge. Ça a commencé en 2022, il y a déjà 2 vidéos, enfin
déjà, je sais pas si déjà le bon mot, parce qu'en un an et demi, hein, que 2 vidéos, je sais pas si c'est vraiment, si vraiment déjà est pour le coup un mot qui correspond à l'état d'esprit. Mais il y a une prochaine vidéo qui devrait sortir incessamment sous peu, et peut-être d'ailleurs diviser elle-même en 2 sous-parties. Ça sera bien sûr la même vidéo, mais vous en saurez un peu plus quand ça sera proche de sortir. Voilà, je vous fais des petits teasings. Et sur tous ces bons mots, je vous rappelle, hein, ce podcast qui vient de commencer, il a besoin de vous. Je suis très content de voir qu'il y a des gens qui suivent. Si vous pensez qu'il y a des gens qui pourraient être intéressés, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Les réseaux sociaux pour me suivre, les podcasts, enfin le podcast sur toutes les plateformes de podcast, Idouane, sur YouTube également, je le mets. Et sur tous ces bons mots marketing, je vous dis à très bientôt. Ciao.